Bonsoir à tous, bienvenue sur la page Braves Femmes de Guinée, la page qui a pour objectif d'encourager les femmes et de créer un espace de dialogue entre les femmes et les hommes. Comme vous le savez, cette semaine, c'est notre semaine de sensibilisation autour des cancers, des différents cancers qui existent chez nous. Mais nous avons profité, vous connaissez tous le mois d'octobre, toutes les lumières sont mises sur le cancer de sein. Mais donc, nous avons profité de cette occasion, de ce mois de lutte contre le cancer de sein pour parler d'autres cancers qui sont prédominants chez nous. Je suis accompagnée ce soir de professeur Bangali Traoré qui a commencé avec nous. Toute cette semaine, on l'a eu. Jusqu'à demain, on l'aura. On avait commencé par le cancer de sein. Après, les cancers gynécologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du cancer de la prostate. Bonsoir, professeur Bangali. Bienvenue encore sur la page Braves Femmes de Guinée. Bonsoir, Carlo. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup pour votre temps, professeur. Je sais qu'on a pris votre temps. Il se fait tard en Guinée. Vous êtes encore au travail. Vous attendez de finir l'émission avec nous. Donc, je tiens sincèrement à vous remercier pour votre disponibilité afin de partager votre savoir, sensibiliser, surtout encourager la population à mieux comprendre et prendre soin de notre santé. Ce soir, je sais que chaque soir, nous avons de nouveaux auditeurs. Donc, ce soir, j'aimerais que vous jouez au petit jeu qu'on fait dès le départ. Est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui nous suivent ce soir encore, dire qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous vous intéressez tant au cancer? Bon, je suis professeur Bangali Traoré, maître de conférences agrégé de chirurgie des cancers, responsable de l'unité, chef du service de cancérologie à l'hôpital national d'Onka, responsable du module d'oncologie à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, chargé du suivi et évaluation dans le programme maladies non transmissibles, membre de l'Association guinéenne pour la lutte contre le cancer. Et voilà, donc je crois que le plaisir est partagé. Pourquoi le cancer, mon choix? Parce que le cancer est un problème de santé publique dans tous les pays du monde. Maintenant, c'est un problème prioritaire des pays en voie de développement. Alors, vous imaginez qu'un tiers des cancers vus dans le monde surviennent dans les pays en développement, mais 2 tiers des décès surviennent aussi dans les pays en voie de développement. Donc ça, c'est un gros problème qu'il faut inverser. Professeur, est-ce que vous pouvez, juste avant que nous ne commençons à rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne sont pas scientifiques, pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, est-ce que vous pouvez donner une petite définition de la prostate, où elle se trouve, pour qu'on sache de quoi on parle d'abord? Alors, la prostate, c'est un organe qui est masculin, donc il ne se voit que chez l'homme. C'est un petit organe, une petite glande qui est située au-dessous de la vessie, donc qui est interne, et qui est traversée par l'urètre qui sert pour le passage de l'urine et du sperme, et également traversée par les canaux éjaculateurs. Cette glande entretient un rapport étroit donc avec la vessie, mais aussi avec les vésicules séminales. C'est un organe qui est donc masculin, qui joue un rôle important dans la masculinité, joue un rôle important dans la sécrétion des spermes également. C'est un organe purement masculin. Ok. Maintenant, il y a la question qu'on se pose au fait, qu'est-ce que le cancer de prostate?
Alors, donc, par cancer de la prostate, ce sont des tumeurs malignes qui se développent au niveau de la glande prostatique, caractérisées par un ensemble de multiplications cellulaires incontrôlées. En fait, ce sont des maladies qui sont caractérisées par la multiplication incontrôlée des cellules prostatiques, donc des cellules issues de la prostate. Okay. Est-ce que dans votre service, vous voyez beaucoup de cas et d'après vous, quelles sont les statistiques des cas qui se présentent dans votre service? Alors, si je me permets de parler des cancers de la prostate, c'est aussi sous le contrôle et avec le soutien des urologues. Okay. Alors, le cancer de la prostate étant un cancer urogénital, le premier service où des malades vont partir, c'est surtout en urologie. Les services de cancérologie constituent les sites pour recevoir des cas qui ont échappé aux urologues, mais aussi des cas qui se sont compliqués chez les urologues. Donc, souvent, des cas que nous recevons, nous, ce sont des cancers qui surviennent chez des patients qui sont au stade avancé ou des malades qui ont échappé aux urologues. Dans tous les cas, ce sont des malades qui se trouvent à cheval entre nos deux services. Nous les partageons. À chaque fois qu'on a besoin, par exemple, des urologues pour réaliser certains types spécifiques d'intervention, on les fait appel et vice-versa. Donc, ce sont des malades qui sont à cheval entre nos deux services. Alors, quelle place il y a les cancers de la prostate chez nous? C'est un cancer qui est en pleine augmentation. Donc, je dirais plutôt les statistiques nationales. C'est presque le troisième cancer dans les deux sexes confondus, avec une évaluation du nombre de cas à plus de 900 cas annuels, avec un peu plus de 700 décès. Donc ça, ce sont les statistiques nationales, c'est ce qui est connu, mais toujours est-il qu'il y a une sous-estimation parce qu'il y a plein de malades dans l'intérieur du pays qui ont cette maladie, qui ne sont pas connus et qui restent soit à domicile ou bien qui se font soigner dans les hôpitaux régionaux. Les cas ne sont pas rapportés, les malades sont opérés, mais il n'y a pas de statistiques fiables et remontées au niveau des registres de cancer de colorectal. Professeur, je vous ai entendu dire dans les deux sexes. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez des deux sexes? Vous savez, en Guinée, il y a environ 7300 cas annuels de cancer qui surviennent en Guinée, chez l'homme et chez la femme. Alors, les proportions chez l'homme, c'est environ 3 à 4 000 cas. Donc, chez la femme, c'est à peu près, c'est 60% des cancers qui surviennent chez la femme, environ 40% chez l'homme. Donc, parmi les 7300 cas de cancer, on évalue à 900 cas de cancer de la prostate. Donc, c'est une répartition dans les deux sexes. Le premier cancer, c'est le col de l'utérus. Le deuxième, c'est le cancer du foie. Et le troisième cancer en rang, c'est le cancer de la prostate. Mais c'est le premier cancer en termes de fréquence chez l'homme. Super. Maintenant, je comprends mieux. Quelle est la tranche d'âge d'hommes les plus à risque pour les cancers de la prostate? Alors, donc, contrairement aux autres cancers, cancer du col de l'utérus, cancer du sein, le cancer de la prostate se voit à un âge un peu plus avancé. Donc, l'âge moyen de diagnostic se situe au-delà de 60 ans. Nous avons fait une étude récemment
où on a vu les cancers de la prostate, l'âge moyen se situe autour de 65 ans. Dans certains pays, c'est un peu plus avancé que ça. Donc, ce sont des cancers qui surviennent chez des sujets âgés. Au-delà de 50 ans, à partir de 50 ans, l'incidence augmente et plus l'âge est avancé, plus il y a le risque de cancer de la prostate. Il y a des gens qui vont mourir d'autres maladies, mais qui ont des cancers de la prostate, qui ont des cancers occultes de la prostate, c'est-à-dire des cancers asymptomatiques de la prostate. C'est l'autopsie post-mortem qui va confirmer le diagnostic de cancer de la prostate, mais ils ne sont pas décédés de ça. Ok, cela m'amène à vous poser la question à savoir, est-ce que la plupart des cas qui sont échappés aux urologues ou qui viennent dans votre service, est-ce que ce sont des cas où les patients se présentent en retard, au fait, je veux dire, à des stages un peu plus avancés, parce que peut-être que l'âge, étant donné que l'âge c'est après la cinquantaine, donc est-ce que les patients viennent sans savoir qu'ils ont même des cas de cancer de la prostate, au fait? Je veux juste savoir s'ils viennent au début de l'infection, de la maladie ou au milieu ou à un stage un peu plus avancé. Alors, autant dans notre service que dans les services d'urologie, ces patients-là viennent toujours à un stade avancé. Ils viennent toujours à un stade avancé parce que ce sont des sujets âgés, donc qui ont du mal à accepter de se faire examiner dans les hôpitaux où de plus en plus les professionnels sont jeunes. Et donc, ils ont du mal à venir se faire consulter. Et donc, même l'acceptation de se faire consulter, c'est difficile. Et ils ignorent la maladie. C'est souvent à des stades de complications. C'est-à-dire, c'est quand les sujets ne peuvent plus uriner. Parce que l'un des symptômes, c'est que ça va jouer sur la fonction de la miction. Soit il y aura des difficultés à émettre les urines, il faut forcer pour émettre les urines, ou bien ce sont des urines qui vont venir de façon involontaire. Ou alors, dans certains cas, les urines ne viennent plus. Et donc, ça fait une rétention aiguë d'urine, et là, ça devient une urgence. Ils n'ont plus d'autre choix que de venir à l'hôpital et pour débloquer cette voie. Donc, soit on va placer une sonde urinaire, si ça passe, si ça ne passe pas, on passe au-dessus du pubis pour placer une sonde dans la vessie directement, le temps de régler l'urgence. Okay. Donc, ce sont des cas qui arrivent vraiment tardivement. Il n'y a pas de dépistage et il n'y a pas de... même s'ils ont des symptômes, ils restent longtemps. On traîne la maladie jusqu'à ce que ça se complique avant de consulter. Ok. J'avais même une question dans ce sens. Quels sont les symptômes qu'il faut regarder au fait? Alors, en fait, c'est une maladie qui est un peu particulière parce que il y a ce qu'on appelle l'adénome de la prostate. C'est la tumeur bénigne de la prostate, l'opposé du cancer au niveau de la prostate. Alors, les deux sont très fréquents chez des patients, des personnes âgées. Alors, donc, il n'y a pas de signes spécifiques au cancer de la prostate. Les mêmes symptômes qu'on voit dans les cancers de la prostate sont les mêmes symptômes qu'on voit dans l'adénome de la prostate. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de spécificité. La seule spécificité, c'est qu'en cas de cancer de la prostate, si le malade n'est pas pris en charge à temps, les cellules cancéreuses peuvent s'échapper pour aller donner naissance à des métastases osseuses. Donc, ce sont des localisations secondaires. Souvent, les vertèbres sont des malades qui ont des douleurs osseuses ou qui ont des localisations ailleurs. Et c'est souvent ça qui les amène à consulter à l'hôpital.
Donc, c'est des malades qui viennent vraiment à des stades avancés. Quelles sont donc les causes? Parce qu'il y a les jeunes hommes qui nous suivent ce soir, qui se disent, oh, je suis loin de la cinquantaine, alléluia, je suis pas à risque. Mais y a-t-il des causes qui causent ce cancer aux jeunes hommes qui vont devenir vieillards plus tard ou un peu plus âgés plus tard? Vous savez, on se bat tous pour le bien-être. L'espérance de vie des Africains est en train de s'améliorer, d'augmenter, et naturellement, on aura de plus en plus des cancers de la prostate. Il y a d'ailleurs des études qui comparent l'incidence des cancers de la prostate chez des Africains, c'est-à-dire chez des Noirs et des Européens. Alors, on s'est rendu compte que, au point de vue incidence, le cancer de la prostate est plus fréquent chez des Africains, c'est-à-dire chez des populations de peau noire, que chez les Blancs. Et ce sont des cancers qui sont en plus des cancers agressifs comparés à ces deux. Donc, on est tous exposés lorsqu'on prend de l'âge. Donc, il y a l'augmentation de l'âge sur lequel on ne peut pas grand-chose parce qu'on se bat pour l'amélioration de nos conditions de vie, pour l'espérance de vie. Mais il y a des facteurs sur lesquels on peut agir. Il y a la consommation, c'est toujours l'alimentation, les fruits et légumes. Chez des sujets obèses, c'est un risque qui est très, très élevé chez des sujets obèses. Et donc, l'obésité augmente significativement le risque de cancer de la prostate parce que les graisses périphériques, quand il y a une obésité, peuvent être transformées en testostérone. Et ce sont des hormones sexuelles qui nourrissent les cellules prostatiques. Et c'est l'origine même du cancer de la prostate, c'est consécutive à une augmentation du taux d'androgène, c'est-à-dire le taux de testostérone sécrété par les testicules, mais aussi par d'autres voies, notamment les voies des graisses périphériques, les voies des glandes surrénales. Donc, lorsqu'on est obèse, on augmente le risque de cancer de la prostate. Il y a aussi des facteurs génétiques. Donc, il y a des prédispositions raciales, il y a des prédispositions génétiques, des anomalies qui prédisposent certains sujets à développer le cancer de la prostate. Okay. Je suis bien heureuse que vous avez rappelé qu'il y avait des études parce que j'allais poser cette question parce que ici, par exemple, en Angleterre, on a donné récemment beaucoup d'argent pour qu'on puisse faire le travail de sensibilisation autour des cancers de la prostate dans la communauté noire et caribéenne parce que il y a beaucoup d'études qui sont là qui prouvent que il y a plus de cas de cancer dans ces communautés que la communauté blanche, par exemple. Et puis, comme vous l'avez dit, les cas sont encore plus agressifs quand il y a des cas de cancer. Mais j'aimerais aussi savoir, est-ce que les gens qui souffrent de diabète, tension, sont plus à risque d'avoir le cancer que les autres? Parce que quand vous parlez de l'urine, difficulté à uriner ou urine spontanée, je connais des gens qui souffrent de diabète, qui ont ces symptômes. Est-ce que ça peut pas être confondu un peu et puis on va peut-être retarder tout en s'imaginant qu'on souffre de diabète? C'est par rapport aux symptômes urinaires. Dans le diabète, les symptômes urinaires, c'est la polydipsie, c'est-à-dire l'intéressé urine fréquemment et à grande quantité. Alors que dans le cancer de la prostate, l'intéressé peut uriner fréquemment, mais souvent ce sont des urines de petite quantité. Okay. Et parfois, ce patient-là, il a du mal à pisser. Ou alors, il veut aller pisser,
s'il ne fait pas vite, il risque d'uriner avant d'arriver dans les toilettes. Donc, ça c'est ce qu'on appelle urgenturie ou miction impérieuse. Voilà, donc c'est un peu différent. Et donc, par rapport aussi aux facteurs favorisants, les cancers de la prostate, le diabète, les maladies cardiovasculaires ont un dénominateur commun, c'est l'obésité. La prise de poids, l'excès de poids est un facteur de risque des maladies non transmissibles. À cela, si on ajoute la consommation de tabac, le manque d'activité physique, ça multiplie le risque naturellement du cancer de la prostate, du diabète et des maladies cardiovasculaires. Donc, ce sont des maladies qui ont en commun ces différents facteurs-là. C'est pour ça qu'un patient qui a un cancer de la prostate, si vous prenez cette population, comparée à la population générale, vous trouverez encore qu'ils sont diabétiques ou qu'ils ont d'autres maladies hypertensives. D'autant plus que ces maladies-là sont aussi associées à l'âge. Le risque est élevé avec l'avancement de l'âge. Ok, cela m'amène à vous poser donc cette question. À partir de quel âge est-ce qu'il y a des examens à faire et à partir de quel âge il faut commencer à s'inquiéter ou à commencer au moins à surveiller s'il n'y a pas de risque de cancer? En principe, à partir de 50 ans, il faut commencer à se soucier, à se poser des questions sur la prostate. Mais le sujet âgé se définit en fonction de l'espérance de vie. Donc, à partir de 60 ans, il faut commencer normalement à faire le dépistage du cancer de la prostate. Alors, lorsqu'il y a des cas d'antécédents familiaux de cancer liés génétiquement à celui de la prostate, il faut avancer un peu l'âge de début du dépistage. Donc, à partir de 50-55 ans, pour ceux qui ont des antécédents familiaux, toutefois, il faut noter qu'il y a des cas de cancer de la prostate qui surviennent avant 50 ans. Mais c'est rare. La majorité, l'âge moyen se situe autour de 65, 70, voire 75 ans dans certains pays. Donc, plus l'âge est avancé, plus il y a le risque de développer le cancer. À partir de 60 ans, pour la population générale, il faut commencer à faire le dépistage. Alors, par quel moyen on va faire le dépistage? Le moyen le plus classique, le plus utilisé, c'est le dosage de l'antigène spécifique de la prostate. Donc, c'est une glycoprotéine qui est sécrétée par les cellules prostatiques. Donc, qui s'élève dans la majorité des cancers de la prostate, mais qui peut aussi s'élever en fonction de l'âge sans qu'il n'y ait un cancer de la prostate. Donc, chaque fois qu'on trouve une élévation du taux de PSA ou antigène spécifique de la prostate, il faut faire la corrélation avec l'âge, mais aussi avec un examen clinique. Donc, il faut regarder à travers un toucher rectal le volume de la prostate. Il faut faire de l'échographie prostatique pour des pays en voie de développement parce que c'est le moyen le plus accessible. Mais il y a aussi l'imagerie par résonance magnétique qui permet d'évaluer proprement avec une efficacité, une approximation très, très élevée pour diagnostiquer les cancers de la prostate à un stade très précoce. Merci beaucoup, professeur, pour ces informations très simples et claires. Je crois que tout le monde peut s'identifier et comprendre ce que vous êtes en train de dire. Mais j'aimerais aussi savoir, récemment, on a fait une semaine de sensibilisation contre les maladies sexuellement reproductives, disons la santé reproductive. L'une des causes de l'infertilité, selon le docteur qui était présent, était aussi la chaleur.
il parlait de la chaleur et puis aussi quand les jeunes prennent des motos, l'état des routes, je sais même pas s'il faut dire les couilles sont écouillées souvent. Donc, est-ce que cela peut aussi être l'une des causes de cancer de la prostate ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir avec le cancer de la prostate. Le fait de conduire des motos ou d'être à une température élevée, il n'y a rien à voir avec le cancer de la prostate. Par contre, il y a un organe qui, s'il n'est pas sur place, dans sa loge naturelle, il est exposé à un risque élevé de cancer. Ce sont les testicules. Il y a des personnes qui ont des testicules qui naissent, c'est une malformation, parce que la place des testicules, c'est au niveau des bourses. Donc, les deux boules qu'on perçoit, si les testicules ne sont pas dans les deux bourses, si c'est au-dessus ou bien si c'est dans la cavité abdominale, le risque de cancer de testicules est très, très élevé. Donc, la prise en charge va consister à retrouver les testicules, évaluer son état, le descendre, et s'il n'est pas atteint, le descendre et puis assurer une surveillance très, très rapprochée. Et les cas de hernie, est-ce que cela peut entraîner des risques du cancer de la prostate? Alors, il y a un rapport entre avoir une hernie et avoir une hypertrophie de la prostate, qu'elle soit bénigne ou maligne. Alors, lorsqu'on a donc le volume de la prostate est augmenté, lorsque la prostate, parce qu'il peut y avoir des cancers de la prostate sans qu'il y ait une augmentation du volume, parce que la fonction urinaire, elle est atteinte pas par rapport au volume, mais par rapport au rétrécissement que ça entraîne au niveau de l'urètre. Parce que c'est par là que passeront les urines. Donc, lorsque on doit uriner et qu'on doit à chaque fois qu'on veut uriner forcer les urines, les orifices hernières sont parfois très fragiles. Donc, les hernies peuvent survenir chez des personnes qui ont une hypertrophie bénigne de la prostate ou un cancer de la prostate. Et surtout, il faut craindre cela lorsque vous voyez chez ces personnes une hernie bilatérale, c'est-à-dire les deux côtés, une hernie inguinale bilatérale. Alors, quand il y a une hernie inguinale bilatérale, il faut toujours examiner la prostate avant d'opérer ces malades-là. Sinon, vous allez opérer un malade qui a une hypertrophie, qui a un cancer de la prostate, et la hernie va toujours revenir parce que le sujet va continuer à forcer les urines. Donc, la relation entre les deux, c'est cela. Maintenant, il n'y a pas de relation de cause à effet. C'est-à-dire, ce n'est pas avoir une hernie qui va entraîner le cancer de la prostate. C'est plutôt un cancer de la prostate ou une hypertrophie de la prostate qui va favoriser la survenue de la hernie. Merci beaucoup. Je sais que vous avez parlé pour prévenir ces maladies, ce cancer, vous avez parlé de l'hygiène de vie, manger des fruits, comme on l'a dit tout au long. Mais est-ce qu'il y a d'autres, à part le surpoids aussi, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire au-delà de cela? Ou juste à 50 ans, faire son test? Bon, c'est le test. Parce que le dépistage par le toucher rectal, les pays ou les zones où on n'a pas accès parce que le dosage de l'antigène spécifique de la prostate ne se fait pas, c'est pas disponible partout chez nous. Donc, ces examens-là ne sont disponibles que dans la région de Conakry. Alors, quand vous allez à l'intérieur du pays, ce n'est pas disponible. Donc, les moyens qu'on a sur place là-bas, c'est de proposer un toucher rectal à tous sujets de plus de 50 ans qui viennent consulter.
Et lorsqu'on trouve une hypertrophie, une augmentation du volume de la prostate, on lui propose une échographie. Et on peut l'orienter vers les services où on peut faire ces examens-là pour voir si c'est une hypertrophie simple ou bien si c'est une hypertrophie associée au cancer de la prostate. Oh, super. Quels sont les traitements disponibles en Guinée? Wow. Alors, les traitements qui sont disponibles, le traitement de référence qui se fait partout, c'est l'hormonothérapie. Alors, puisque les cellules prostatiques se nourrissent des androgènes, donc de la testostérone, il faut donner des médicaments, soit qui vont bloquer la sécrétion des androgènes. Alors, donc, on peut le faire soit en donnant des médicaments ou en faisant de la castration, c'est-à-dire en enlevant la pulpe des testicules ou bien en enlevant totalement les testicules. Donc, c'est l'orchidectomie ou bien la pulpectomie. Donc, c'est l'ablation de la substance blanche qui est contenue dans les testicules. C'est ça qui sécrète la testostérone. Ou alors, on enlève totalement les testicules. Mais puisque les testicules sécrètent 95% de la testostérone, si on enlève les testicules, il va rester les 5%. Les 5% vont provenir des graisses périphériques et des glandes surrénales. Donc, il y a des médicaments également pour bloquer cette voie. Donc, il y a ce traitement-là. Il y a également la chirurgie et il y a la prostatectomie radicale. Donc, on enlève la totalité de la prostate. Mais ça, ce sont des interventions qu'on réalise uniquement lorsque le diagnostic est très précoce. Quand le diagnostic est très précoce et que ça survient à un âge jeune, donc pour éviter la progression de la maladie, on propose ce traitement radical. Donc, ça permet de traiter et de guérir totalement le cancer de la prostate. Maintenant, à défaut, ce sont des chirurgies qu'on fait pour libérer surtout la voie urinaire. Puisque le principal symptôme, c'est ça va gêner la fonction, la miction. Donc, il faut faire des traitements qui se font maintenant de plus en plus par voie endoscopique. C'est ce que nos parents appellent les lasers. C'est-à-dire, ce sont des traitements qui se font à travers de l'endoscopie. Donc, on introduit l'endoscope à travers l'urètre pour enlever la partie de la prostate qui entoure l'urètre. Donc, pour éviter qu'il y ait une obstruction de la voie urinaire. Il y a aussi certains traitements qui constent parce que la progression de la maladie peut boucher les urtères, la voie urinaire haute. Donc, il y a des instruments, des sondes qu'on peut également placer à ce niveau-là. Nous avons la radiothérapie, mais qui n'existe pas chez nous. La radiothérapie de la prostate. Donc, ça aussi, c'est un traitement, mais qui n'est pas accessible chez nous. Et ça peut être utilisé soit chez des patients qui ont un cancer limité de la prostate qui ne veulent pas faire de la chirurgie, ou bien chez des malades qui ont des localisations secondaires comme les localisations vertébrales, qui ont du mal à marcher, qui ont une compression médulaire, et on fait la radiothérapie pour éviter la progression et pour éviter la paralysie. Super. Mais comment la décision du type de traitement se fait? Vous le faites en fonction de la gravité ou de l'avancement de la maladie? Et est-ce que vous le faites avec l'urologue? Comment ça se fait, au fait, la décision? Qui décide quoi? Alors, la décision du traitement se fait justement en concertation pluridisciplinaire qui associe les urologues, les oncologues, et les radiothérapeutes, les pathologistes, toutes les spécialités qui peuvent intervenir dans la prise de décision.
Donc, ça, c'est un premier aspect. La décision que va prendre cette équipe va être fonction du stade auquel on a vu le patient, de l'existence ou non de maladies associées, de son état physique, sa performance physique, sa capacité ou son indice d'autonomie. Ça va être fonction d'un aspect particulier du cancer de la prostate, c'est le score de Gleason, donc qui va être déterminé par les pathologistes. Donc, c'est le degré de sévérité, le potentiel de multiplication des cellules cancéreuses de la prostate. Donc, il y a des formes qui se multiplient très rapidement, qu'il ne faut pas prendre en charge de la même façon que les formes qui se multiplient moins rapidement. Donc, le score de Gleason va permettre de classer les malades en fonction du risque et également du stade. Et le traitement va être fonction également des possibilités locales. Parce que si vous avez un patient qui doit bénéficier d'un traitement et qui n'est pas accessible sur place, qui n'est pas accessible à son niveau, puisque ce sont des maladies qui ne sont pas prises en charge par l'État. Le patient n'est pas assuré, donc il faut faire en fonction de moyens qui sont disponibles. Donc, on adapte toujours les indications en fonction des possibilités locales. D'ailleurs, ça allait être ma question. Comment se fait la prise en charge? Est-ce que l'État assiste? Est-ce qu'il y a des organismes qui assistent dans la prise en charge? Vous avez déjà répondu à cela. Est-ce que les traitements ont beaucoup d'effets secondaires? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que vos malades souffrent d'effets secondaires? Comment y a-t-il de l'accompagnement émotionnel avec les malades? Parce que c'est quand même un organe très important pour l'homme, au fait. Le premier volet du traitement, c'est l'information et le soutien psychologique. C'est vrai qu'on a un besoin criard de psychologues et d'assistants sociaux dans nos services. Ça n'existe presque pas dans nos services. Donc, nous, médecins, nous sommes obligés de faire les deux à la fois. Donc, jouer le rôle de médecin qui va rester longtemps parce que le cancer de la prostate, le traitement consiste aussi à transformer le malade en un patient chronique, c'est-à-dire le malade vit avec sa maladie. Tout en lui permettant de mener ses activités, on assure le traitement. C'est un traitement, c'est un cancer qui a une évolution qui est lente, qui peut rester longtemps si le patient est accompagné, s'il est soutenu dans son traitement. Donc, nous assurons ce soutien-là avec justement les moyens de bord. Et voilà. Quelle est la chance de guérison de la plupart des patients que vous voyez? Alors, nos patients, les cancers de la prostate, on parle plutôt de taux de survie. La survie est très faible en termes de 5 ans chez nous, parce que nous, on les reçoit à un stade qui est métastatique. Et même ça permet le traitement ou la prise en charge permet de prolonger la survie. Plus de 50% survivent au-delà de 5 ans. Mais ce sont des malades qui vont mourir probablement de leur maladie. Donc, on les suit, on les accompagne et chaque fois que nécessaire, on peut modifier le traitement en fonction de la réponse au traitement. Donc, le taux de survie est fonction du stade auquel on reçoit. Ça, c'est un taux de survie très, très faible, docteur. Comparé à hier, quand on parlait du cancer de col, de l'utérus, là, ouais. C'est quand même... Imaginez, vous l'avez, quelqu'un vient, il est diagnostiqué à 55 ans. Donc, il faut
la chance que cette personne vive pendant 10 ans est quasiment minime ou inexistante même. Alors, en fait, c'est par rapport surtout au cas des patients que nous, on reçoit dans notre service. Ce sont des malades qui arrivent à des stades métastatiques. Donc, ils viennent, ils ont déjà fait le tour du monde. Il y en a qui ont même voyagé, mais qui arrivent à un stade où on considère qu'ils sont parfois résistants même à l'hormonothérapie. Donc, c'est des malades qui arrivent pour lesquels on est obligé de faire la chimiothérapie. Donc, pour se conformer un peu aux normes, aux recommandations que nous avons élaborées. Et donc, avec ces stades métastatiques, ils n'ont pas accès à la radiothérapie. Une fois de plus, la radiothérapie joue un rôle très important dans la prise en charge des cancers de la prostate, mais aussi pour les autres types de cancers. Donc, s'il n'y a pas accès à ce traitement, ça diminue le taux de guérison, ça diminue la qualité du traitement. Oh là là, ok. Quel conseil donnerez-vous maintenant aux jeunes hommes ou aux gens qui approchent la cinquantaine? Quel conseil vous pouvez passer ce soir? Le conseil, c'est de savoir qu'il y a un organe qui s'appelle prostate et qui est prédisposé à être le siège de cette multiplication incontrôlée appelée cancer de la prostate. Donc, de savoir qu'à partir de 55-60 ans, il faut faire le dosage de l'antigène prostatique parce que certains se disent, je n'ai pas les moyens de le faire. Mais lorsqu'il s'agit de baptême ou de cérémonie, ils vont dépenser plus que ça. Donc, ne serait-ce qu'une fois par an ou une fois tous les 2 ans, on fait le dosage de l'antigène prostatique. Et ça permet, ça coûte à peu près 20-25 €. Donc, c'est vrai, pour la poche de quelqu'un qui n'a pas assez de ressources, c'est élevé. Mais quand il s'agit de baptême, quand il s'agit de cérémonie, quand il s'agit de mamaya, il y a plein de gens qui vont dépenser de l'argent, justement de l'argent. Donc, cet argent-là, on peut aussi l'économiser pour payer sa santé, pour prévenir sa santé, en attendant qu'il y ait des mesures de sécurité sociale, que l'État renforce la sécurité sociale et l'assurance maladie. Ça me rappelle le message que j'ai lancé hier, économiser même les prix des mèches brésiliennes une fois dans l'année et donner aux gynécologues. Oui. Donc, je vais prendre quelques questions que j'ai sur Facebook avant de finir avec mes questions. Il y a Binta qui demande, un enfant de 3 ans ayant été opéré d'une hernie inguinale a-t-il plus de risque de développer un cancer de la prostate? Un enfant de 3 mois. Il faut attendre qu'il ait 50 ans pour parler de cancer de la prostate. Donc, il a encore 47 ans devant lui. Donc, il n'y a pas lui, c'est plutôt sa croissance qu'il faut privilégier pour éviter les maladies infectieuses, le paludisme. Il faut je crois il a fini, on considère qu'il a fini son programme vaccinal. S'il n'est pas vacciné contre la poliomyélite, qu'il le fasse. Et les autres vaccins, il faut vérifier son statut vaccinal surtout et veiller sur son hygiène, son alimentation pour ne pas qu'il soit infesté par des parasites et ainsi de suite. Docteur, professeur, je suis juste curieuse de savoir les résultats de l'étude que vous avez faite autour du cancer de la prostate. Au fait, qu'est-ce que vous avez pu sortir dedans? Les corrélations entre les éléments, quel élément est sorti au fait? Bon, nous, on n'a pas fait de corrélation, mais ce que je sais, c'est que premièrement, les cancers de la prostate donc surviennent à un âge qui est avancé. Ces malades sont venus
sont des malades qui viennent à des stades très tardifs, plus le taux de PSA est élevé, plus il y a un risque de développer le cancer de la prostate. Et donc, l'élévation du taux de PSA est également corrélée à l'existence de métastases chez ces patients-là. Donc, ce sont des malades qui n'ont jamais fait de dépistage auparavant, donc qui se retrouvent d'emblée face à soit un problème d'urgence, une rétention aiguë d'urgence, reçue dans un service d'urologie ou dans un autre service, et au cours duquel on a découvert qu'il y a un cancer de la prostate. OK. Maintenant, par rapport aux campagnes que vous menez, est-ce que vos campagnes sont annuelles? Est-ce que ça se fait à l'intérieur du pays? Est-ce que vous avez des problèmes à mobiliser du monde? Est-ce que vous pensez que l'information n'est pas passée proprement pour que les gens sachent à quelle tranche de la population est concernée? Alors, nous avons mené une seule campagne. Ça, c'était à l'occasion de la Journée mondiale des sujets âgés, en partenariat avec l'Institut national de santé publique et du ministère de l'Action sociale. Alors ça, le nombre de personnes ayant bénéficié du dépistage était très limité, compte tenu de la faiblesse des ressources qui ont été mises à disposition. Dans ce lot, on a vu une soixantaine de personnes. Il y avait quelques-uns qui avaient une élévation du taux de la prostate, à qui on a conseillé de poursuivre les soins avec les urologues. Donc, voilà, il n'y a pas d'études, on ne fait pas, pour l'instant, les activités de l'Association guinéenne pour la lutte contre le cancer sont concentrés sur le dépistage des cancers gynécologiques. Parce qu'on considère que ces personnes-là sont des oubliés du système de santé, bien qu'il y ait des programmes très renforcés de la santé de la reproduction, la mortalité maternelle, mais quand il s'agit des cancers gynécologiques, notamment le cancer du col de l'utérus et du sein, il y a encore beaucoup de défis à relever. Donc, les activités sont concentrées sur ces deux-là. Et progressivement, on va introduire le cancer de la prostate. Est-ce qu'à l'intérieur du pays, il y a quand même des formations pour les agents de la santé pour pouvoir détecter les cancers afin de les orienter vers Conakry? Est-ce que vous faites des formations avec les agents de santé? Alors, il y a un volet du programme maladies non transmissibles appelé WUPEN. C'est le paquet essentiel des maladies non transmissibles. Et dédié dans le volet cancer, c'est surtout la détection précoce des cancers. Alors, donc, il y a des formations que nous avons eu à réaliser pour donner des outils de détection et d'orientation des malades qui ont des signes d'alerte des différents types de cancers. Donc, le cancer de la prostate fait partie de ça. Pour spécifiquement les cancers de la prostate, il y a des urologues qui ont été formés par l'Université de Conakry. Certains ont accepté et ont été déployés à l'intérieur du pays. Donc, il y a des hôpitaux dans lesquels on retrouve des urologues et qui prennent soin de ces patients. Merci beaucoup, professeur Bangali. Je pense que moi, ma curiosité est très, très satisfaite là ce soir. Vous avez répondu à toutes les questions. Et s'il y avait un conseil que vous pouvez donner, par exemple, aux femmes aujourd'hui dont les maris souffrent du cancer de la prostate, que sera quels sont ces conseils pour ces femmes? Comment on peut soutenir nos hommes pendant ces moments difficiles? Bon, le soutien qu'on peut apporter aux hommes, c'est d'abord le soutien psychologique, parce que le traitement, à un moment donné, peut avoir des effets sur la sexualité.
Donc, il est important de prendre en compte cet aspect-là. La sexualité peut être affectée, surtout quand il s'agit d'hormonothérapie. Donc, il y a des effets secondaires. Je crois qu'il y a une question à laquelle je n'avais pas répondu. C'était surtout les effets secondaires du traitement. Donc, la sexualité peut être affectée, mais avec un soutien psychologique, ça peut être amélioré. Parce qu'il ne faut pas aussi vouloir donner des médicaments pour renforcer la virilité et puis avoir des effets secondaires rétroactifs sur le système cardiovasculaire. Donc, il y a aussi aujourd'hui beaucoup de morts subites liées à ces médicaments-là. Les effets secondaires peuvent être aussi, peuvent se voir au niveau de la circulation sanguine et peut avoir une fragilité des os. Ça s'appelle ostéoporose, mais il faut en fait un suivi. Dans le suivi, il y a des traitements qui peuvent aussi aider à renforcer la fragilité, la résistance des os. Donc, ce sont des biphosphonates qu'on donne aux malades qui ont surtout des problèmes des localisations secondaires osseuses. Parce que le cancer de la prostate, c'est presque le premier cancer qui donne plus de métastases osseuses que d'autres cancers. Donc, quand il y a un cancer de la prostate, on prend en compte le risque de survenue des métastases osseuses en associant certains types de traitements. Donc, il faut les soutenir psychologiquement et puis, avec une équipe composée de médecins, de proches et les malades eux-mêmes, on peut les... Ce n'est pas une condamnation en soi, mais ce sont des malades qui peuvent vivre longtemps et qui peuvent être autonomes et qui peuvent décider, qui prennent de bonnes décisions parce que ce sont des sujets âgés, on a besoin d'eux, ils ont beaucoup d'expérience et donc... C'est très difficile de me séparer de vous parce que chaque fois j'entends, j'ai une question qui vient en tête. Maintenant, il y avait une étude qui était faite par rapport à certains médicaments pour les personnes qui vivent avec le VIH. Il était montré dans l'étude qu'il y avait ces médicaments causaient au fait affecter les os de ces patients. Quand un patient comme ça se présente, comment vous faites pour regarder s'il y aura pas de comment je vais expliquer ça, s'il n'y aura pas de contraste entre ces médicaments, parce qu'il y a deux médicaments, comment vous faites pour décider si ce patient... Il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. Voilà, c'est ça exactement, c'est le mot, interaction. Voilà. Bon, mais on évalue toujours parce que il y a toujours des études qui ont été faites par rapport aux interactions médicamenteuses, mais il faut retenir une chose, c'est qu'on ne finit pas de connaître les médicaments. On ne finit pas de connaître. Il y a des médicaments qui ont fait l'objet, parce qu'un médicament pour être mis sur le marché passe par 3 essais. Donc, ils permettent de voir l'innocuité, l'efficacité, hein, et l'efficacité par rapport à d'autres médicaments. Et donc, malgré tout ça, on peut, à la longue, se rendre compte qu'un médicament peut générer d'autres types d'effets secondaires ou bien peut être en interaction avec tel ou tel type de médicament. Donc, on ne finit pas de les connaître. Et on évalue toujours les interactions. Quand il s'agit d'un médicament, tous les médicaments que le malade prend, l'une des premières questions qu'on pose aux patients, quelle est la, est-ce que vous avez une autre maladie? Est-ce que vous prenez des médicaments pour autre maladie que celle qui vous amène ici en consultation? Donc, on se rend compte qu'il y a des médicaments qui sont incompatibles au traitement qu'on va prescrire. Donc, on essaie d'adapter toujours le traitement. Ce que je ne souhaite pas, c'est de me retrouver face à un patient qui a un traitement efficace, incompatible avec un autre médicament qu'il prend et qu'il doit absolument prendre. Donc ça, c'est le souhait d'aucun médecin de se retrouver dans ces situations-là.
Mais quand il y en a, on essaie avec la concertation, on trouve toujours des alternatives. Super, super. Merci beaucoup pour cette réponse. On est à la fin. Je pense pas qu'il y ait des questions. Moi, j'ai déjà fini toutes mes questions. Je pense que je suis satisfaite. Est-ce que vous avez un message de la fin, comme d'habitude, avant qu'on ne se quitte? Ben, le message, c'est de demander à toutes les personnes âgées à partir de 60 ans d'économiser un peu pour faire le dépistage du cancer de la prostate. Et chaque fois qu'on se rend dans un hôpital, dans une structure de santé, demander des conseils. Et lorsqu'il y a des symptômes urinaires, ne pas rester à la maison parce que sinon, ça peut se compliquer. Donc, il vaut mieux venir avant que la complication ne s'installe. Et on peut gérer les cancers de la prostate en Guinée, même s'il y a des moyens qui sont encore, qui restent un défi. Mais on travaille toujours en collaboration avec nos collègues des autres pays. Lorsqu'il y a des cas et qui doivent être évacués, on les évacue et on optimise ainsi la prise en charge des patients. Merci beaucoup, professeur Bangali, pour ton temps, pour toutes ces informations. On ne cesse d'apprendre sérieusement. Moi, j'avais des questions que j'avais sur la Guinée. Là, j'ai toutes les réponses. Merci beaucoup et à demain à la même heure pour le cancer de la peau. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Merci beaucoup. On ne cessera de remercier professeur Bangali. Pour moi, c'est juste, bon, je suis dans mon élément, je suis toute contente. J'apprends tellement de choses et il vient avec des informations claires et simples qu'il nous donne. Je pense que plus tard, ces vidéos peuvent servir aux étudiants, surtout les gens qui sont curieux aussi pour s'informer. Il a été très, très clair depuis le début et c'est un plaisir d'avoir un professeur très compétent qui peut expliquer des choses avec des mots très, très simples. Donc, je lui dis merci et essayez de parler à vos familles. Toute personne qui a des parents de plus de 60 ans, s'il vous plaît, essayez d'économiser pour envoyer vos parents à l'hôpital. Essayez de faire le test, c'est très important. Comme il a dit, c'est 25 €, ça ne coûte rien. Et il y a des traitements sur place. N'attendez pas jusqu'à ce que ça soit trop tard. Si vous avez des oncles, des grands-parents, prenez-les, faites-les ce don. Faites le test pour eux, ça va servir pour toute une génération. Je vous remercie de nous avoir suivis ce soir et demain, nous allons parler du cancer de la peau. Soyez là. C'est toujours un plaisir d'être ici avec vous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.